Bonjour et merci au Harvard Global Orthopedic Collaborative de m'avoir donné cette opportunité. Aujourd'hui, je vais donc aborder les fractures négligées, les fractures de l'acétabulum et les luxations négligées, principalement de la hanche. Il n'y a pas d'informations à divulguer dans mon exposé. J'en viens donc au résumé des aspects clés des fractures négligées de la paroi postérieure, des luxations négligées de la hanche et de la manière dont nous les traitons généralement, avec quelques exemples de cas. Les fractures acétabulaires ont une incidence d'environ 3 patients pour un LAC par an. Elles se distinguent de manière bimodale selon la tranche d'âge, c'est-à-dire généralement dans des tranches d'âge distinctes. En général, cela concerne les jeunes patients qui suivent le plus souvent un RTL à la suite d'une chute de hauteur, etc., ainsi que les patients plus âgés qui suivent le modèle de fracture gériatrique, qui présentent le plus souvent une colonne antérieure et une hémitransverse postérieure. C'est donc le type de fracture le plus couramment observé dans la population gériatrique, et l'incidence est plus élevée dans les pays en voie de développement. Les fractures négligées sont dues au retard avec lequel le patient se présente à l'hôpital, au retard dans les connaissances et très probablement au fait qu'ils vont à l'hôpital d'un centre osseux natif. Ce sont donc très probablement ces conditions qui font que les patients tardent à présenter cette pathologie et qu'ils présentent des conditions défavorables dont la prise en charge est généralement littéralement impossible, nécessitant le plus souvent une arthroplastie totale de la hanche. Le terme négligé est donc souvent débattu dans la littérature. En général, la littérature montre qu'une durée supérieure à 3 semaines est considérée comme une fracture retardée ou négligée, le plus souvent des fractures de l'acétabulum ou des luxations de la hanche négligées. Pour en venir à la première partie de l'exposé, qu'est-ce qu'une luxation postérieure négligée de la hanche? La luxation postérieure de la hanche est la plus fréquente lorsque le membre entre en flexion, en adduction et en rotation interne, et généralement une luxation qui dure plus d'une semaine, et qui n'est généralement pas réduite, ou qui n'est pas complètement réduite, ou qui est réduite avec une fracture de la paroi postérieure, qui devient une luxation négligée pendant plus d'une semaine, ou généralement pendant 2 à 3 semaines, lorsque le patient se présente tardivement avec le raccourcissement, ou une difficulté à marcher, des douleurs, etc. Les problèmes les plus probables sont donc la présence de tissus fibreux dans l'acétabulum, le début d'une contracture de la capsule qui durera plus d'1 mois ou 2, la présence de fragments sous-chondraux intra-articulaires, de déchirures labrales et d'invagination. Et la plupart de ces fractures sont associées dans une proportion de 18 à 33% à des fractures de la paroi postérieure du stabulum. En général, elles sont dues à l'artère fémorale circonflexe médiale, qui se plie parce qu'elle se dirige vers la partie postérieure, qui va vers la partie supérieure du quadratus femoris, et sous l'opérateur externe et entre les rotateurs externes courts, et vient alimenter l'artère rétinaculaire supérieure ou l'artère épimasale latérale par l'intermédiaire du ligament de White. Ainsi, une luxation postérieure de la hanche négligée se plie et entraîne une incidence accrue de nécrose avasculaire de la tête fémorale. C'est aussi la raison pour laquelle il y a plus de luxation que de luxation. La réduction de la luxation négligée entraîne une plus grande composante péronnière de la paralysie du nerf sciatique. Les racines nerveuses lombaires sont également le plus souvent lésées. Les fractures négligées de l'aculum et les luxations négligées de la hanche sont suivies de fractures négligées de la tête fémorale. En général, ces cas sont rares et concernent généralement les fragments infracobiaux. Dans les cas chroniques, la fixation par excision est généralement difficile ou dans les cas longs, il est conseillé de procéder à une arthroplastie totale de la hanche. Dans les cas retardés ou négligés. En ce qui concerne les fractures négligées de la paroi postérieure ou de la colonne, il s'agit du type le plus courant, 18 à 33%, et il peut s'agir d'un seul grand fragment de la colonne de la paroi postérieure ou de la présence de plusieurs fragments multiples. La première catégorie est celle où il y a une non-union fibreuse ou une malunion. Quels sont les problèmes posés par les fractures négligées de la paroi postérieure ou de la colonne? Il y a une lésion de la tête fémorale due au frottement constant de la tête fémorale sur le fragment stabulaire de la paroi postérieure. Et il y a aussi une formation anormale de callosité.
il peut y avoir une mauvaise union de ce fragment de fracture ou une non-union organisée. Le plus souvent, ces cas sont associés à un massage local du centre osseux et à d'autres facteurs entraînant une ossification osseuse hétérotrope, ce qui entraîne une perte importante d'os oculaire et des fragments macérés. Ce sont donc les scénarios les plus couramment négligés que nous voyons. Nous voyons la luxation de la hanche, les fractures de la tête fémorale et les fractures négligées de la paroi postérieure ou de la colonne. En général, les options thérapeutiques, dans ces cas, se répartissent en 3 catégories. Il s'agit d'une option conservatrice qui peut impliquer la fixation ou le remplacement par une arthroplastie totale de la hanche. Quelles sont les difficultés? En général, la partie fixation est couramment utilisée en cas de non-union importante ou de présence d'une discontinuité pelvienne importante, c'est-à-dire en cas de défaut astabulaire. Nous voulons donc fixer la colonne et aider à la formation d'un bon ST osseux pour la mise en place future du cotyle et lors d'une arthroplastie totale de la hanche primaire. Dans ces cas, la réalisation d'une TH est généralement difficile. En raison de l'étendue de la dissection des tissus mous, nous devons faire face à une augmentation des saignements, à une augmentation des charges d'ossification osseuse extra-hytropique. Et il faut toujours procéder à une stabilisation postérieure de la colonne, car le maintien de la colonne cupulaire se fait au niveau de la colonne postérieure. En général, en présence d'un défaut, on utilise un cupe-cage ou des cupules à collerette ou des cupules à cage avec des implants métalliques. En général, c'est l'algorithme du scénario pour les fractures négligées depuis plus de 21 jours. Obtenir un scanner. Déterminer s'il s'agit d'une fracture élémentaire ou d'une fracture associée. Quelles sont les fractures élémentaires? En général, elles ont la colonne murale, la partie antérieure, la paroi postérieure, la colonne postérieure ou la fracture transversale sont associées ou les 2 colonnes associées. Le type T, qui implique la colonne antérieure de l'opérateur, l'hémi-postérieur, le transverse et le transverse avec la paroi postérieure. Et aussi la colonne postérieure. Il s'agit d'un mur postérieur avec une colonne postérieure. En général, le type élémentaire essaie de réparer la fracture, et si elle se transforme en nécrose avasculaire, nous avons un bon stock osseux pour une future pathoplastie totale. S'il y a association, la non-union peut atteindre le stock osseux. Il faut alors procéder à une pathoplastie totale. S'il s'agit d'une mauvaise union, vous pouvez directement procéder à une arthroplastie totale de la lèvre. Voici donc un cas tiré de la littérature. Nous avons une non-union de la fracture transversale. Quels sont les problèmes liés à la non-union? Les problèmes de non-union sont un tissu fibreux étendu qui doit être excisé et une mobilisation maximale des fragments, dans la mesure du possible, et une réduction standard avec le virus K ou les pinces de Jung, et un renforcement avec des plaques de colonne postérieures ou une greffe osseuse avec une vis de laboratoire. En général, dans ces cas de non-union, on essaie d'obtenir une colonne postérieure acceptable pour une mise en place supérieure. La réduction anatomique n'est donc généralement pas recherchée dans cette fracture. On se contente d'une colonne postérieure ou d'un support mural, et la défense acétabulaire est évaluée après la fixation pour les options. Il s'agit donc d'une fracture algorithmique de non-union. Il s'agit d'une non-union de la paroi ou de la colonne, d'une non-union transversale de la paroi ou de la colonne. Vous essayez d'obtenir une réduction acceptable en ajoutant des greffes osseuses, une greffe d'os iliaque. Les allographes sont présents et la colonne postérieure ou la paroi postérieure est mise en place et vous obtenez une réduction acceptable. Détaillez le stock osseux en vue d'une prochaine opération. Même pour mettre une cupule primaire dans ce cas, il faut avoir une colonne postérieure pour la soutenir. Il faut donc faire un scanner élémentaire, associé comme nous l'avons dit, et le faire. Et cet article du journal S, publié dans 22, dit qu'il faut faire une IRM si vous avez des fragments intra-articulaires associés, une chondrolyse de la tête fémorale ou toute tête impactée, ou des fragments d'indentateur qui peuvent conduire à une future tentative de nécrose vasculaire. Avoir une réduction ouverte sans tentative et opter pour une réduction totale, arthroplastie. Lorsque vous tentez une fixation, quels sont les défis à relever? Il y a généralement une impaction marginale, une impaction du dôme, la présence de l'impact des fragments sous-contrals qui sont invaginés en taille. Il faut donc essayer de les récupérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une ostéotomie trochantérienne ou une dislocation chirurgicale sûre, essayez de les récupérer, essayez de les maintenir temporairement avec des kisses, utilisez des vis sous-chondrales et essayez d'utiliser des plaques supplémentaires ou des plaques à ressort, quel que soit le résultat à long terme.
La pression constante de la tête fémorale non réduite sur le mur postérieur provoque la dissolution et la perte de fragments osseux. Il y a donc une perte osseuse, et c'est ce qui cause la perte des parois supérieures et postérieures. C'est la raison pour laquelle il faut augmenter le volume osseux. Pour en venir au traitement conservateur, quelle est son efficacité dans ce cas négligé? Plusieurs articles montrent que 56% des fractures de l'acétabulum traitées de manière conservatrice donnent de bons, voire d'excellents résultats. Ils essayent de maintenir une bonne opposition de ce fragment, généralement, pour avoir une masse ou un cal, pour avoir un stock osseux suffisant pour une future arthroplastie, en donnant un repos aux litractions longitudinales et latérales pour empêcher l'impaction de la tête fémorale ou la bavure de la tête fémorale sur la paroi postérieure des fragments de la colonne postérieure pour empêcher la dissolution. Ensuite, certains articles affirment que la reconstruction initiale de ces fragments est préjudiciable à l'arthroplastie future. Si vous le faites mal, cela entraîne une perte osseuse bien plus importante que dans le cas d'une prise en charge conservatrice. Le traitement conservateur a donc une option en fonction des patients gériatriques. Une autre option peu courante est l'excision, l'arthroplastie, l'hémiarthroplastie. Le groupe d'âge gériatrique peut être traité, mais il faut généralement l'éviter, car il y a des risques de protrusion dans ce type de cas. Cet article indonésien présente donc une fracture stabulaire négligée qu'il s'agit de réparer ou de remplacer. La fixation de l'os de la crête iliaque peut conduire à une arthroplastie totale de la hanche, au moins 1 an après la fixation de l'os de la crête iliaque. Mais cette fixation dans cette étude indique qu'elle donne une butée osseuse adéquate pour une bonne mise en place de la cupule oculaire. Ainsi, les fractures élémentaires sont généralement réparées. Vous pouvez opter pour une approche de Cocker-Langenbach, si l'approche est postérieure ou antérieure. Nous avons 4 approches. On peut opter pour une approche aliofémorale, quoi que ce soit. Et dans ces cas, les cas négligés, vous pouvez avoir besoin d'une ostéotomie trochantérienne. Il faut donc la planifier. Si vous faites une gastrotomie trochantérienne, essayez de passer par l'intervalle de Gibson. Faites un ostéomètre trochantérien, mobilisez le mur postérieur du fragment, fixez-le avec du KIS et posez une plaque avec ou sans greffe osseuse de la crête iliaque. Pourquoi une greffe osseuse de la crête iliaque? Pour reconstruire le mur postérieur, car la concavité de l'ilium correspond à la concavité du mur postérieur. C'est pourquoi la greffe osseuse de la crête iliaque est généralement préférable pour ce type de patient. Quelles sont les complications? Le plus souvent, on observe une incidence élevée de pieds tombants en raison de l'implication de la composante péronière du nerf sciatique. En raison de l'étendue de la rétraction et de la dissection des tissus mous, il y a une incidence accrue de perte de sang, de complications systémiques, de complications anesthésiques en raison des chirurgies de longue durée, d'augmentation des risques d'infection et d'ossification hétérotropique. Il s'agit donc d'un cas de luxation postérieure datant de 2 mois avec une fracture de la paroi qui a été négligée. Sur ce scanner, vous pouvez voir que la paroi postérieure est postérieurement placée en position supérieure. Ce cas étant présenté, la première chose à faire est de prévoir qu'avec l'approche normale de Cocker-Langenbach, il est difficile d'approcher le fragment de la paroi postéro-supérieure. Il faut donc procéder à une libération importante du moyen fessier et à une bonne rétraction pour fixer le fragment. Il faut donc prévoir une gastatomie du trochanter. On opte pour l'intervalle de Gibson et on fait une gastromectomie trochantérienne. C'est ce que nous avons fait. Il s'agit d'une ostéotomie trochantérienne de glissement. Voici le vaste et le moyen fessier. Vous pouvez y voir le fragment de la paroi postérieure. Ce fragment de paroi postérieure a été temporairement maintenu, mobilisé et fixé. Et nous avons procédé à une double greffe. Une double plaque a été posée. Voici les radiographies post-opératoires. Un plaquage du mur et de la colonne a été réalisé. Il s'agit d'un suivi à 3 mois. Le patient se porte bien. Que s'est-il passé? Vous avez donc réparé ou négligé ceci. Quelle est l'utilité de cette classe de défauts de Paparovsky? En général, il s'agit d'un coup de fouet négligé, d'une luxation négligée, d'une fracture stabulaire négligée, d'une valve postérieure où la tête fémorale empiète sur la paroi postérieure de la colonne postérieure. Et cela peut certainement conduire à des défauts. Nous nous intéressons donc probablement au type B et au type 3A, où il y a une migration supralatérale de moins de 2 cm ou de plus de 2 cm.
Il s'agit donc de la classification des défauts de Paparovsky. L'AM se divise généralement en déficience cavitaire et en déficience segmentaire. Nous verrons donc comment gérer le déficit cavitaire. Déficience segmentaire. Venons-en aux défauts. S'il s'agit d'une cavité, elle peut être médiane ou périphérique. En général, dans les défauts cavitaires, une greffe osseuse d'impaction peut être réalisée et nous pouvons aller de l'avant avec la mise en place du cotyle. En général, dans le cas d'un défaut médial, on observe une perte de la paroi médiale ou de l'os médial, ou lorsque la tête est poussée vers le milieu, il y a une protrusion. Lorsqu'il y a moins de 5 mm, aucune greffe osseuse n'est nécessaire. En général, le soutien de la colonne est suffisant s'il y a plus de 5 mm. Une greffe osseuse ou un défaut d'augmentation ou un filet avec la greffe osseuse est généralement nécessaire. Il est donc nécessaire de construire un cube-cage en cas de perte importante de perlais. Nous en venons donc au défaut segmentaire. Il peut s'agir d'un défaut postéro-supérieur ou médian. En général, moins de 30%. Il faut essayer de faire une greffe osseuse structurelle. Utilisez l'os greffé et la colonne plâtrée pour une bonne fixation primaire du cotyle primaire. Vous pouvez donc utiliser un cotyle très poreux. Si le pourcentage est supérieur à 30% et s'il est compris entre 30 et 40%, vous pouvez essayer d'utiliser un cotyle très poreux avec une bonne porosité comme le cotyle Gripsion. Si le taux est supérieur à 30%, il faut procéder à une greffe osseuse ou à une intervention chirurgicale. Optez pour une greffe osseuse ou une construction en forme de cupule. Quels sont donc les problèmes du côté du stabilisateur? Comment gérer l'établissement? Donc très probablement, c'est cas négligé. Vous avez besoin d'une autogreffe graphique ou d'une allogreffe iliaque. Vous pouvez avoir besoin d'une coupe stabulaire. Une bonne implantologie est donc nécessaire. Il faut un bon arsenal. Une bonne planification préopératoire est nécessaire. Vous pouvez avoir besoin d'un défaut supérieur. Il peut être nécessaire d'utiliser des cages de renfort métalliques trabéculaires pour une greffe postéro-supérieure. On peut aussi utiliser des augments. Et lorsque le défaut est important, on peut utiliser un implant en titane ou un implant de masse. Il s'agit d'un implant revêtu de métal, généralement en tantale. On peut donc le cimenter dans une cupule. On peut également cimenter un cotyle à double mobilité pour prévenir la luxation en raison des lésions des tissus mous. Et dans les cas de discontinuité pelvienne, on essaie au moins de fixer la colonne avec la plaque et de mettre un cotyle de plus grande taille. Il s'agit donc d'une hypertroplastie totale. En général, le soutien de la colonne postérieure est nécessaire pour la mise en place du cotyle. En général, le cotyle a un support triangulaire, où les deux points de support les plus importants sont l'antéro-supérieur et le postéro-inférieur. L'endroit où la coupe est placée est l'endroit où se trouvent l'ischyle et l'hélium. Ce sont donc les deux supports de la colonne. En général, en cas de rupture de la colonne, le support le plus important est la colonne postérieure. Essayez de fixer la colonne postérieure avec la plaque et optez pour un cotyle très poreux. Vous pouvez également utiliser un cotyle à trous multiples. Placez les vis dans l'ilion, l'ischion et le pubis pour soutenir le cotyle et éviter un échec de l'abduction du cotyle. Quels sont donc les problèmes liés à la THR? Lors de l'intervention, une libération importante des tissus mous est nécessaire et, dans la plupart des cas, un pseudo-aculum se forme. L'identification du véritable plancher de l'A est généralement difficile. Il faut procéder à un placement TAL ou à une fluoroscopie, et il est très probable que ces vis puissent ou non interférer avec le placement. Donc, si elles essaient d'intervenir, retirez ces vis. Et si vous êtes en mesure d'enlever la plaque, ou en cas de non-union, essayez de placer une vis de retard, et plus tard, une plaque. Les implants cimentés à double mobilité sont une bonne option lors de l'utilisation d'un cube-cage à contrainte constante en vue d'un dysfonctionnement des abducteurs, ou essayez d'utiliser un cupcake haut, si le centre peut être accepté dans ces cas, et la plupart, et vous voyez pour éviter la paralysie du nerf sciatique. Dans ce cas, si vous voyez, il y a un rapport de cas qui a été rapporté de l'Inde, où il y a un pseudo avec une luxation postérieure négligée de la hanche. L'approche a été progressive. Dans un premier temps, ils ont pratiqué une ostéotomie avec traction, en abaissant légèrement le fémur. Ils ont ensuite placé la cupule dans le véritable astabulum. Quelles sont les procédures supplémentaires? En général, les procédures supplémentaires nécessaires sont l'ostéotomie subtrochantique ou l'ostéotomie trochantique SL, lorsqu'il y a des problèmes de réduction. Option d'implant THR, double mobilité non cimentée, double mobilité cimentée. La double mobilité cimentée est une bonne option lors de l'utilisation d'un cube-cage constant d'implant contraint en raison d'un dysfonctionnement des abducteurs. Voici donc le cas d'un homme de 51 ans souffrant d'une douleur à la hanche droite. Il présentait une fracture négligée de la colonne antérieure avec une lésion de la plaque quadrilatérale. Voici la radiographie présentée à 1 an. Vous pouvez voir la ligne ilio-ischiale intacte.
Voici la tête fémorale. Et il y a une médiane où la tête est poussée sur le plan quadrilatéral. Plan. Il y a donc un défaut médial, et vous pouvez voir qu'il y a une perte de la goutte d'eau. Il y a donc bien un défaut de la paroi médiale, n'est-ce pas? Voici donc le scanner. Voici le scanner. Voici la colonne postérieure et voici la colonne antérieure. Voici donc la paroi médiale. Voici la partie postérieure et la partie antérieure. Vous pouvez voir ici que la tête fait saillie à l'intérieur et qu'il y a une lésion de la plaque quadrilatérale. Les difficultés rencontrées dans ce cas, la luxation doit être très prudente, très subtile. Et si vous n'êtes pas en mesure de disloquer, faites un in situ, créez un espace et vous pouvez réintroduire la tête. Vous pouvez l'utiliser comme graphique ou si vous le pouvez, vous pouvez la disloquer en masse. C'est ce que nous avons fait, nous avons eu la chance de disloquer la masse finale. L'atomie a été faite en médial, seule une fine membrane était présente. Tous ces fragments d'os de la crête iliaque et de la tête fémorale ont été prélevés, remplis et un alésage inversé a été réalisé. En règle générale, l'inversion du remodelage est la question de savoir si elle peut être utilisée ou non. La coupe a été faite, la longueur du membre a été égalisée et il n'y a pas de sciatique, pas de falciformation. Voici la radiographie de suivi et le scanner à 1 an. Voici le suivi à 5 ans. Vous pouvez voir que la paroi médiale, où la ligne de compétence ilio et la ligne léopectinyle est quelque peu rétablie et qu'il n'y a pas beaucoup de protrusion. La cupule est bien placée, la tige fémorale est bien placée. Voici donc les différentes vues. Voici la patiente avec une jambe croisée en position assise. Et voici la vidéo de la marche d'un patient asymptomatique qui ne porte pas de poids. La marche est donc une mise en charge complète. Voici un scanner qui montre que le résultat de l'incorporation osseuse médiane est de... Mais une certaine quantité de radiotransparence est présente. Mais le patient est asymptomatique. Nous pouvons donc attendre et observer. Le patient est âgé de 55 ans, après le protocole opératoire, dans tous ces cas. La TVP est très importante. L'accès au profil de la TVP est nécessaire. Les antibiotiques systémiques sont nécessaires. Indométacine pour prévenir. L'ossification atotropique, mobilisation effectuée selon la stabilité péropératoire. Il s'agit donc d'un autre cas où une luxation postérieure négligée de la hanche, une luxation de la paroi postérieure, un fragment de fracture de la paroi postérieure a été réduit, la subluxation a persisté. Voici le pointeur montrant la fracture de la paroi. Il s'agit donc d'un défaut de la tête fémorale. Il s'agit donc de cas où l'on aurait pu initialement procéder à une pathoplastie totale. Mais nous avons essayé une fixation, Koch-Langenbach, réduction de la paroi postérieure, vis de Lag, plaque de colonne. Voici donc l'image post-opératoire. Voici le scanner post-opératoire. Les radiographies de suivi permettent de voir l'évolution au fil des mois. Cela fait maintenant près de 6 mois. Presque. Cela fait 9 mois que la partie supérieure de la tête fémorale est complètement perdue, et il y a une largeur osseuse complète. Nous avons donc prévu un douloureux défaut supralatéral de marche. Voici donc un scanner montrant le défaut de la tête. Et voici la pénétration de l'équipage. Voici donc le défaut. Nous avons donc réalisé un scanner. La tête éphémère a été réalisée. La plaque à colonne a été retirée et il y avait une certaine malunion. Il est donc certain que l'axe de croisière laxiste postérieur était intact. Les vis de la plaque, les instructions qui gênaient, ont été enlevées. La même tête qui a été prélevée a été utilisée comme greffe. C'est ainsi que l'on peut voir que la tête peut être utilisée comme graphique pour le défaut postérieur ou supérieur. Nous avons ensuite fixé les 2 vis et cette cupule non cimentée a été réalisée. Il s'agit d'une radiographie post-opératoire. J'en viens donc à la conclusion. Dans cet exposé, nous avons vu comment identifier les luxations négligées de la hanche, les fractures négligées de la paroi postérieure, et quel est le protocole de traitement en cas de luxation de la hanche. Et quel est le protocole de traitement lorsqu'il y a un type de fracture élémentaire associé ou un temps de fracture associé. Comment décider de la fixation de la fracture en cas de malunion ou de non-union, qu'il s'agisse d'une greffe osseuse ou d'un autre type de fixation, afin de maintenir le stock osseux. Essayez de prévenir la discontinuité pelvienne. Dans la mesure du possible, mettez une plaque, et si la fémorale est atteinte d'AVN, vous avez toujours un bon stock osseux pour effectuer une arthroplastie totale de la hanche. En effet, chez les jeunes patients, il faut également veiller à avoir un bon stock osseux. Un stock osseux minimum est prélevé afin de pouvoir disposer à l'avenir d'un stock osseux de révision pour une arthroplastie de révision. Merci de m'avoir donné cette opportunité et merci à harvardglobal.com et voici l'adresse du tuteur.
C'est une bonne initiative et je répondrai volontiers à toutes les questions que vous voudrez bien me poser.